14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture aujourd'hui. Donc moi ce que je vous propose dans le cadre de cette émission aujourd'hui, tout simplement une revue de presse, une sélection de la semaine, de ce que j'ai pu trouver sur le web, de choses fortement on va dire intéressantes, bien sûr, ce que j'aime bien choisir et faire une bonne sélection. Aujourd'hui on parlera de quoi? On parlera bien sûr de futur, ce que j'aime bien parler aussi de technologie future, on parlera d'imprimante 3D, ce que j'en parle, pour guérir bientôt on va dire plusieurs possibilités de faire par exemple fabriquer des éléments de notre corps, pourquoi pas. On parlera aussi de véhicules expérimentaux. On parlera aussi NSA, on parlera des interceptions, parce qu'on en parle toujours avec la NSA, etc. Surtout avec la loi qui vient de passer en France et qui va permettre aux militaires de faire tout et n'importe quoi. Bon, ce sera quand même encadré, c'est à voir, c'est analysé. On parlera de phishing, on parlera du Dogecoin, aussi les Bitcoin Dogecoin, on parlera de hacking, on parlera aussi je parlais aussi avec des entreprises américaines qui s'implantent par exemple en France, dont Google, qui paye pas beaucoup d'impôts, et en Espagne, ils ont, en Espagne, je ne déforme pas la réalité, donc en Italie plutôt, ils ont par rapport donc à la taxe de Google, ils ont réagi là-dessus. On parlera aussi robotique, on parlera de VDSL, on parlera aussi de téléphone portable avec tout ce qui était concernant donc les commissions, la Commission européenne qui veut imposer un chargeur universel. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, et on parlera de méga upload, méga que vous connaissez déjà un peu beaucoup avec toutes ces histoires de piratage informatique. Je vous rappelle que nous avons un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.ici et maintenant. Comme bien sûr j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure pour que vous puissiez réagir sur les articles, vous êtes les bienvenus pour débattre là-dessus. Vous êtes sur la radio ici et maintenant, c'est Cyberculture présenté par Ouya, mais on se retrouve tout de suite après ça.
Radio ici maintenant, c'est Cyberculture, on a écouté Daft Punk Something About You. Je vous rappelle qu'on a un chat.m952.fr. Bonjour à vous, les chatteurs, Patrice, Majax, Nelfi, Zigot, Ledka, Prémésatorus et bien sûr les chiffrés, les 522, 724, 718, 114. Il y en a bien d'autres, bien sûr, il n'y a pas de règle. Vous vous connectez, vous mettez le nom de l'utilisateur, le pseudo que vous avez toujours voulu avoir. Et si vous n'avez pas d'idée, vous appuyez sur connecter. Pas besoin de mot de passe, tout va bien. Et revenons sur ma revue de presse d'aujourd'hui. Et non, j'ai pris une autre sélection donc sur Zone Numérique et on va parler sur zonenumérique.com. C'est tiré de l'extrait de ce site internet. Donc on va parler de Mega Upload de Kingdom.com. On le connaît, on en parle à la radio avec tous ces déboires, avec Mega Upload qui a été fermé il y a plus de 1 an et demi, et bien sûr la sortie de son nouveau site qui s'appelle donc Mega. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Nous en fait en tant que Français, même on était l'un des, je crois qu'on était le premier ou le deuxième pays utilisateur de son service. Alors je rappelle, je reviens sur cet article, bien sûr, aujourd'hui l'US Department of Justice identifie Mega Upload comme une organisation criminelle internationale. Donc l'US Department of Justice vient de publier un document de plus de 181 pages décrivant Mega Upload comme une organisation criminelle internationale faisant tourner et administrant divers sites internet qui auraient permis à ses créateurs d'empocher des sommes d'argent conséquentes. Donc l'US Department of Justice vient de rédiger un dossier de 191 pages montrant que Mega Upload est considéré aujourd'hui comme une organisation criminelle internationale qui faisait tourner et administrait plusieurs sites internet copiant et distribuant illégalement des œuvres protégées, dont des films, des programmes de télévision, de la musique, des livres électroniques, des jeux vidéo et des logiciels. Donc les créateurs de Mega Upload auraient empoché pas moins de 150 millions de dollars et le dossier indique que Kingdom.com aurait reçu 42 millions de dollars de gains en 2010. Donc il se défend d'ailleurs en indiquant que ces sites étaient complètement légitimes et qu'ils ne faisaient rien d'illégal. Donc aujourd'hui, donc on se rappelle, donc fermé en janvier 2012 par le FBI, Kingdom.com a créé immédiatement après le site Mega et indiquait que son site est légal au niveau de Mega Upload. Kingdom.com et 6 autres personnes étaient accusées de contrefaçon, d'association de malfaiteurs, d'activités économiques illégales et de blanchiment d'argent. Donc Kingdom.com est actuellement en Nouvelle-Zélande, je vous rappelle, et la justice américaine tente de le faire extrader, mais à l'heure actuelle, rien n'a bougé. Donc Kingdom.com n'est pas resté longtemps à la tête de Mega. Il s'est donc tourné vers d'autres activités en cours, bien sûr. Donc Kingdom.com donc comme je vous indiquais, il n'est pas resté très longtemps. Il s'est tourné vers d'autres horizons, comme je l'indique, depuis le mois de septembre 2013, compte faire donc de la politique et préparer sa défense envers la justice américaine. Donc dans le dossier des 191 pages publiées par la justice apparaissent donc des preuves de blanchiment d'argent et de pratiques illégales des sites créés par Kingdom.com et ses acolytes. Donc des discussions sur Skype auraient été interceptées, comme par hasard. Donc on voit qui a pu leur donner les sources et il démontrait que le groupe de malfaiteurs se réjouissait de gagner des millions de dollars. Donc en 2009, l'un des collaborateurs de Kingdom.com avait indiqué que si les ayants droit savaient à quel point notre business est lucratif, ils tenteraient sûrement quelque chose contre nous. Ils n'ont pas idée qu'on se fait des millions de dollars chaque mois. On comprend désormais pourquoi Kingdom.com prépare activement sa défense. Bon après, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat, et qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, qui écoutez Cyberculture aujourd'hui. J'ouvre l'antenne, vous pouvez appeler dès à présent, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Radio ici maintenant, bon, petit souvenir de la musique Soundchip sur Atari. Pour commencer à ouvrir le débat,
rappelez-vous que qu'est-ce qui s'est passé après la fermeture de Mega Upload? Eh ben, on a vu l'arrivée d'autres fournisseurs de cloud computing comme Google avec son Google Drive ou SkyDrive avec Microsoft. Et aujourd'hui, quand on se balade, on a bien vu, même si aujourd'hui, Google, on va dire YouTube, quand vous baladez, c'est bizarre, on trouve des films. On va dire qu'ils sont sous droit d'auteur, et bien sûr des films qui durent en entier, hein. Quand vous tapez, même aujourd'hui, hein, ça fonctionne toujours, hein, malheureusement, pour les droits ayant sur ces droits, vous tapez le nom d'un film, ou vous tapez film en entier sur Google, vous tombez sur des films, et c'est pas de la VOD en mode vous payez 3 euros, et Google, derrière un petit peu, s'est servi aussi d'autres sites proposant du cloud computing, ça leur a permis de se développer. Il était oui, effectivement, il était dérangeant, c'est un fait, mais les ayants droit, ils ont tapé un coup de pression. Je pense que Google a aidé, Microsoft a aidé, bien sûr, pour avoir, on voit, hein, pour les logs, hein, de Skype, hein, parce que je vous rappelle que Skype appartient aujourd'hui à Microsoft. C'est toute une question, et c'est hallucinant. Après, je ne remets pas en cause le fait qu'il a effectivement, que sa plateforme, en gros, MegaUpload, permettrait aussi de proposer des logiciels illégaux ou des vidéos illégales, etc., ou autres. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur d'autres systèmes, c'est quand même assez hallucinant. Bon, oui, effectivement, il y a certains, dès que les ayants droit demandent à Google ou à YouTube, hein, ce qui appartient à Google, de supprimer ces fameuses vidéos. Bon, il y a action, mais sauf qu'aujourd'hui, Google, je suis désolé, quand il y a une vidéo, il met de la pub dessus, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas un procès dessus. Il y a toujours de l'arrangement, hein, c'est toujours une histoire de société qui est derrière, américaine, ils se tiennent la main, ils se soutiennent entre eux. C'est quand même, moi je trouve ça quand même un peu hallucinant, surtout avec toutes ces affaires de NSA derrière, ça sent pas forcément bon. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, hein, sur le chat, hein, vous pouvez réagir là-dessus, dites un petit mot, la zigote, hein, vous pouvez réagir, Laurent ou Letka ou Professeur Russe, vous êtes les bienvenus pour réagir sur ce premier article au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on était sur une revue de presse et là, je viens de prendre une sélection parce qu'on est assez interactif avec le chat d'aujourd'hui. Hein. Et je vous rappelle aussi, vous pouvez, pardon, vous pouvez réagir au 08 92 23 95 20. Donc c'est un article hein, qui a été proposé par Prima Tozeroi sur le chat hein, à propos. Bon, c'est un article qui vient du site internet pro.clubic.com concernant donc la loi de consommation, donc une nouvelle tentative d'encadrer la vente liée échouée. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails de certains articles, donc repoussés, peut-être que vous vous en rappelez vous, en septembre dernier, la vente liée est revenue et est actuellement dans le débat parlementaire suite au dépôt d'un amendement. Donc l'Assemblée nationale a refusé à nouveau toute tentative d'encadrer donc la pratique. Donc pis repetita, l'Assemblée nationale repousse à nouveau toute modification de la loi en matière de vente liée de fourniture de logiciels avec du matériel informatique. Donc un nouvel amendement avait donc été déposé par plusieurs députés UMP visant à renforcer l'information faite aux consommateurs. Donc précisément l'amendement 66 présenté devant les élus proposait de demander aux vendeurs de matériel informatique fournissant donc des logiciels intégrés d'afficher les caractéristiques essentielles des services concernés. Donc le texte prévoyait également de faire afficher le prix public, toutes les taxes comprises du lot ainsi que le prix de chacun des logiciels composants individuels de ce fameux lot. Donc pour rappel, la vente liée revient à proposer plusieurs produits dans un pack appelé également lot. Il s'agit donc par exemple de proposer la vente d'un poste informatique muni de plusieurs logiciels intégrés sans que le vendeur ne propose ce produit séparément. Donc malgré l'ambition de faire figurer le prix de ces logiciels intégrés, l'amendement proposé par les députés de l'opposition n'a pas été soutenu. Pourtant, plusieurs collectifs de défense de logiciels libres comme l'AFUL et l'April avaient rappelé l'intérêt du texte en matière de défense du consommateur. Donc de même, la vente liée était l'un des thèmes évoqués par François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle. Je rappelle donc que ce dernier avait promis de saisir de cette question en laissant aux utilisateurs la possibilité de choisir leur propre logiciel lors de l'achat de matériel. Donc un sujet visiblement épineux puisqu'en 2008, Éric Besson, alors secrétaire d'État à la prospective, avait déjà donc abordé la question en s'engageant en faveur de l'affichage séparé des prix des logiciels et systèmes d'exploitation préinstallés. Donc merci à toi, Primatosaurus. On peut le remettre un peu sur la table et ça me fait penser que moi, et même parfois, je me dis j'ai envie d'acheter un nouvel ordinateur ou un portable, plus spécialement un portable, et je me dis j'ai pas envie d'acheter forcément le système d'exploitation qui va avec. Donc est-ce que j'aurai une réduction, est-ce que le portable me coûtera moins cher, même si ça me coûte 150 € moins cher, parce que j'ai pas envie forcément d'avoir qu'on m'impose Windows 8 par exemple sur mon portable parce que je suis Linuxien, j'ai envie de faire tourner ma Debian avec ma Mint derrière, et bien sûr pour obtenir toute la puissance. Et si vous aussi par exemple vous êtes gamer, vous aimez le jeu en ligne, vous avez besoin d'installer le nouveau système d'exploitation qui n'est pas encore sorti officiellement, mais c'est la version bêta, donc le fameux Steam OS de la société Valve qui va vous permettre entre autres de pouvoir jouer si vous êtes joueur, de nous imposer dans le prix de l'achat de notre matériel. C'est vrai que là il y a toujours du bloquant et c'est assez obscur. Le vendeur en face malheureusement qui travaille à la Fnac ou qui travaille dans une grande surface comme Auchan, Carrefour, etc. Derrière il n'est pas censé savoir on va dire l'arrangement qui aurait pu être fait entre Microsoft et Dell ou Asus ou la marque qui est vendue et qui vous est proposée dans les grandes surfaces. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Primestorius, tu pourras un petit peu débattre un peu là-dessus. C'est toi qui as proposé ouais. Non mais excuse-moi, mais c'est comme ça, j'ai un peu du mal à prononcer les pseudos aujourd'hui. Donc oui, c'est Primatosaurus. Voilà, j'ai essayé de le redire. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes jamais posé la question en achetant votre matériel en disant si quelque part ça me fait 200 € de réduction, parce que moi j'ai envie de mettre du libre à 200%, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous touche, ou ça qu'aujourd'hui il faut faire quand même un minimum d'économie dans ce qu'on achète? C'est vrai qu'il faut faire gaffe avec son argent. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Kiss, hein, vous l'avez écouté, les versions radio. Salut à toi, j'ai pas retenu ton prénom, excuse-moi, je suis allé... Patricia. Patricia. Alors dis-moi, on parlait matériel informatique, sur le choix tu commences, si j'ai bien compris. Hein. Oui, alors je commence, c'est-à-dire que je me suis déjà servi d'un ordinateur il y a des années de ça, mais c'était un véritable dinosaure, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, donc il faut que je me je sais pas comment tu dis ça, enfin que je me réentraîne à zéro, d'accord. Et je voudrais choisir un matériel qui, le moment venu, ne présente aucun des inconvénients que je devine dans ceux qui existent en ce moment, d'après parce que je vous écoute chaque semaine depuis presque des années maintenant, et donc je voudrais savoir si tu as idée de ce qui se prépare, de ce qui est dans les tuyaux en termes de de possibilités de hardware libre d'une part, et d'autre part de sécurité face à la NSA. Parce que j'ai entendu des choses contradictoires, j'ai pas trop saisi, pas chez vous, hein, mais un petit peu partout ailleurs. Est-ce que véritablement, il se prépare une mise sur le marché de hardware libre qui ne serait pas soumis aux contraintes NSA? Est-ce que ça c'est une réalité ou c'est une rumeur? C'est une réalité, mais qui est pas encore concrétisée. Hein, parce Voilà, ils, ça. ils Alors, veulent, ils veulent travailler sur des microprocesseurs libres. Oui. C'est-à-dire que tu accéderais, tu pourras acheter. De toute façon, on pourra pas fabriquer le microprocesseur à la maison parce que c'est d'une manière. Non, pas à la maison, voilà. c'est pas ce que je veux dire. Mais alors en fait, pourquoi quand on parle de microprocesseur libre, c'est il y a peut-être une possibilité de le programmer en partie. Bon, il y a toujours de l'électronique, je suis pas doué hein, sur tout ce qui est détail et dans le microprocesseur en profondeur, mais derrière tu sauras exactement par rapport à ce processeur comment il a été construit, c'est-à-dire que t'as pas de porte dérobée ou t'as pas Voilà. de choses cachées à l'intérieur. Tu auras les plans, et les plans seront accessibles sur le web et tu pourras avoir accès aux plans du processeur dans le détail et tu sais que derrière on t'a pas mis un piège, on t'a pas mis une coquille. D'accord. Alors, à partir du moment où j'ai cette sécurité-là, est-ce que c'est quelque chose qui, d'un autre côté, est user-friendly ou pas? Tu vois ce que je veux dire, amical pour l'utilisateur, ou bien est-ce que ça demande d'être un geek, etc., ce que je ne suis pas? Ah non, mais sur le principe, ce sera user-friendly. Parce que C'est-à-dire que je pourrais m'en servir même en débutant. Après, c'est un processeur. Derrière, le truc, il sera fait de manière à faire tourner du Linux. Hein, et de toute façon, ça fera, même s'il peut faire tourner du Windows, mais il faut être un peu fou pour faire tourner du Windows après sur ce genre d'architecture hein, qui va sortir. Après, j'ai pas de date en tête. Hein, on va avec Olivier qui fait la outline juste après. Il aura peut-être un peu plus d'infos sur les dates. On fera peut-être même une recherche, une émission spéciale sur ça. Hein, parce que c'est sympa, oui. Je dois pas être la seule voilà. à vouloir m'équiper et à pas savoir vers quoi aller pour éviter tous les pièges qui se... Mais après, tu vois, le truc, c'est toujours l'état d'esprit. Même, admettons dans une hypothèse, demain, je te fais, ça sort demain, là, ça sort dans la nouvelle année, ça sort en 2014. T'as un ordinateur, un portable avec que des composants libres, parce que derrière, on sait pertinemment que, voilà, je vais dire une bêtise, c'est quelque chose je veux dire, c'est imaginaire hein, ce que je dis. Voilà, il y a l'April.org, donc l'organisation française qui défend le libre, dit ok, je certifie que ce portable-là, il est 100% garanti, il n'y a pas de cheval de Troie dessus, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il labalise, on va pas rentrer dans un label, mais ils disent ok, je vous dis que ce portable-là, de base, il n'est pas risqué. Mais derrière, tu es d'accord avec moi, quand tu vas te connecter à Internet, tu vas passer par Internet, tu vas te connecter sur un réseau, et ce réseau-là, il y aura des ordinateurs, des serveurs qui seront contrôlés par des personnes qui sont pas forcément sympas sur la récupération des données, et ta vie privée où l'espionnage sera toujours possible. Ah ben ça va de soi. De toute façon, j'imagine bien que même si l'outil merveilleux apparaît dans l'année, par exemple, il faut que je prévoie tous les firewalls et Firefox et je sais plus comment vous les appelez. Après, t'as beau avoir des firewalls, t'as beau avoir... Non mais j'ai noté tous les trucs que tu as donnés au fil des semaines. Je note, c'est chaque fois que tu donnes vous le faites tellement vite que quelquefois je note certainement avec des fautes, enfin avec des trous. Mais en tout cas, je prends suffisamment de repères pour, avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, rendre les choses encore reconnaissables le jour venu, pour prendre toutes les sécurités
fait pour pour que justement il y ait ni ceci ni cela, etc. Ça je le fais, je vous écoute, mais toujours avec papier crayon à côté. Non, il faut, ça c'est important c'est-à-dire de faire une espèce de champ sémantique de mots-clés qu'on dit. Après, il faut pas hésiter, pas forcément faire un gros pâté, mais on a une adresse email, hein, pour l'émission à cyberculture Et oui, mais 952. comme je suis pas encore équipée, je peux pas Ah vous oui, joindre, tu vois, ça tourne en rond, c'est pour ça. oui, c'est la boucle. Après, bien sûr, je ferai comme fait tout le monde, mais pour l'instant, là, je pars Et après, de zéro. alors, donc, pour la première question, oui, ça va se faire, parce que forcément, avec toutes ces histoires de NSA, et je sais qu'il y a des processeurs qui sont en cours de réflexion pour faire du libre. Mhm. Derrière, après, la grande question, c'est qu'est-ce que toi tu veux faire avec ton ordinateur? Moi, je veux étudier à la maison. Je veux donc je veux avoir accès à tous les sites, je sais pas comment dire, académiques, etc. Enfin, tu vois, dans différentes sciences et spécialités, disciplines, etc. Ça c'est essentiel. À part évidemment. Converser avec mes amis, écrire à mes amis à l'étranger, enfin, je sais pas, on dit pas écrire aujourd'hui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis désolée, hein, je parle pas le jargon de façon très lisible. Et faire des recherches, évidemment, écouter de la musique. Non, ce que tu as besoin, c'est une machine de surf avec tout simplement. Là, de toute façon, sur Linux, tu l'as à 100%. Et faire du traitement de texte, tu as LibreOffice qui est sur Linux. Pareil, tu as le principe d'écriture, le principe d'un tableur, tu as tout ce qu'il te faut, hein. Oui, est-ce que j'ai la possibilité, parce que ça va être important pour moi, d'avoir accès à des écritures autres que en alphabet romain, des écritures asiatiques ou des choses comme ça, par exemple, c'est possible. Mais bien sûr que oui. Hein? Là, aujourd'hui, Linux, ça a fait tellement de progrès que tu as même des grandes sociétés dans le domaine du jeu vidéo qui s'implantent dessus parce qu'ils ont très vite compris qu'avec la sortie, avec toutes les histoires de NSA, surtout la sortie de Windows 8, ça n'a pas forcément aidé. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu peux t'installer un système Linux, ça marche très bien. Oui, moi j'aurais besoin, si tu veux, de pouvoir fonctionner en plusieurs langues, d'avoir accès à des alphabets, à des écritures non européennes, si tu veux, et pouvoir accéder, par exemple, aux bibliothèques, aux archives de bibliothèques, ou choses comme ça. Non, mais tu peux, tu as accès à PDF, à tous les modules, même si PDF c'est du propriétaire. Alors en parallèle, on a Paul, donc je sais pas si Patricia tu veux rester, est-ce qu'il y a Paul qui est... Paul? Ah ben je vais lui laisser la place, parce que Paul il a toujours... C'est-à-dire que j'appelle en fait pour justement te interagir avec toi. Allô? Allô, oui. Non, il est là, on t'écoute, Paul. Ok, donc j'appelais justement pour interagir avec toi et te proposer en fait une vision que je considère, que j'affirme être juste, puisque tu disais que ta vision était un peu trouble, tu entends des messages contradictoires. Oui. J'aimerais compléter un peu le propos au passage de la réponse que fait William, de mon point de vue. Donc j'ai publié sur ce que je vais lire là, je vais le dire synthétiquement et en essayant d'être très pédagogique et donc accessible pour toi. Oui. Même si on exploite. Parle pas trop, s'il te plaît, Paul, parle pas trop vite parce que ta voix tremble et donc j'entends parfois une syllabe sur deux. Ok. Alors c'est parce que je bouge, je pense. Je t'appelle avec un téléphone portable. Ah d'accord. Ah mais j'ai eu peur, hein, heureusement que tu précises. Hein. Donc voilà, je t'explique. Même si on exploite des processeurs libres, si on n'a pas le contrôle de la fabrication, il est possible qu'il y ait une malveillance pendant la fabrication, et donc que l'objet fabriqué ne corresponde pas aux spécifications, qui elles seront libres. Donc il faut comprendre que si tu veux espérer un jour, toi comme chacun d'entre nous, disposer d'un ordinateur qui soit conforme à des spécifications libres, il nous faut typiquement, par exemple, un mode de souscription pour passer commande auprès d'un fabricant dont on prend le contrôle selon un accord explicite avec un contrat signé. On prend le contrôle au sens d'un contrôle autant que possible, tous azimuts. Hein, ça veut dire des assesseurs techniques et techniciens sur place qui vérifient ce qui se passe pendant la fabrication et avec une surveillance autant que possible automatisée à base de caméras typiquement et d'analyse pourquoi pas en temps réel de ce qui se fait par rapport aux spécifications. Voilà, c'est des choses comme ça vers lesquelles il faut tendre pour avoir l'assurance que ce dont tu vas disposer est conforme aux spécifications libres. Et c'est pas rien que de l'obtenir, hein. Il faut une surveillance et de la fabrication et même de la distribution, puisqu'il peut y avoir une malveillance qui vient substituer un matériel malveillant au matériel légitime. Donc, j'ai compris, oui. Voilà l'histoire.
Donc ça prend du temps, mais c'est en chemin, d'après ce que dit... Bah écoute, moi je dis, si c'est en chemin, sérieusement, ce sera ce chemin-là. On peut pas y couper. Et ça implique aussi une vision politique de relocalisation à terme de la fabrication. Pour ce qui est de la France, par exemple, de ce que je sais, il reste seulement un fabricant de composants, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il soit, quand je dis de composants, c'est-à-dire de microprocesseurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit encore en activité en France. Et quoi qu'il en soit, il faut tendre vers une relocalisation pour tendre aussi vers une diversité de fabrication, une diversité de sources d'approvisionnement possibles, en fait. Voilà. Et typiquement, je vais lâcher un mot-clé, là, c'est idéalement, il faudrait que nous puissions fabriquer à l'échelle de la France, pour commencer, des FPGA. C'est des processeurs, entre guillemets, qui ont la capacité d'être programmés intégralement. Et voilà, donc ça c'est un bon point d'entrée pour... ça veut dire que quelque part, quand on dit programmer, c'est genre le processeur à la base, il est vide, entre guillemets, et après tu mets le genre de... C'est comme s'il était vide, c'est comme si c'était une coquille vide, et tu la remplis, tu dis, je veux un processeur qui réagit comme ça. D'accord. Exactement. Tu définis le processeur au poil de cul près, on pourrait dire. Mais après, dans ce genre de truc, même s'il est vide entre guillemets, parce que tu le programmes, donc tu le programmes. Tu viens de définir en fait la configuration des portes logiques. Mais vu que c'est en nano, c'est pas en nano, c'est super fin. Un processeur, il peut toujours cacher, même en France, on peut toujours cacher. Alors justement, on surveille intégralement la fabrication. Et donc la conformité de ce qui est fabriqué relativement aux spécifications, ce problème est levé. Mais comme tu le dis, si on n'a pas la surveillance de la fabrication, on est exposé à une malveillance vu les échelles nanométriques. Et il n'y a pas la possibilité de faire une surveillance a posteriori. Ce n'est pas possible, si ce n'est qu'il faudrait à ce moment-là abraser le composant pour aller voir ce qui est gravé. Et quand on rentre à des échelles nanométriques, on a des témoignages de hackers de bon niveau qui témoignent que en approchant l'outil de microscope électronique, des microscopes à balayage électronique, on en vient même maintenant à cramer les jonctions, les PN, les transistors et autres diodes. Donc on n'arrive même plus à lire l'état de ce qu'on voudrait lire avec le microscope. C'est normal, c'est une question de rapport entre la longueur d'onde du rayon que tu utilises pour ton microscope électronique en fonction de l'épaisseur de tes connexions, quoi. Si le rapport s'inverse, tu les crames, c'est obligé. Si le rapport dépasse un certain seuil... Patricia, t'as fait du hacking ou quoi? J'ai pas fait du hacking, mais comme il se trouve que je m'intéresse à d'autres sciences que l'informatique. L'informatique, je m'y intéresse aussi, mais de façon livresque et en vous écoutant, mais j'ai pas les objets dans les mains, ce qui fait que je sais pas vraiment à quoi ça ressemble la plupart du temps. Donc j'ai des noms avec des figures floues derrière, enfin des images floues derrière, mais comme j'écoute chaque semaine quand même, les fonctions qui vont avec chaque truc sont à peu près posées, donc je peux vous comprendre, mais je peux pas parler votre langue. Je maîtrise pas je suis aphasique, disons, en informatique. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui comprennent en fait, qui ne sauraient pas répéter. Exactement. Et quand ils entendent des messages contradictoires par rapport à ce qu'ils ont compris, ça fait tilt dans leur esprit. C'est ce que ça fait, c'est pourquoi j'appelle. Voilà. Et il va de soi que les surveillances dont tu parles, il n'est pas question de les faire pour un individu isolé dans sa cuisine, etc. Donc, comment... Attends, si. À terme, on peut rêver d'avoir une fabrication tellement relocalisée qu'on aura ce qu'on appelle en anglais makerbots, un robot qui fabrique l'objet, et pourquoi pas, effectivement, que ça pourrait concerner la fabrication à terme, c'est pas c'est vrai qu'avec les Fab Labs, d'un microprocesseur, carrément, donc pourquoi pas même dans l'ordinateur. Non, mais après, on voit avec on peut parler d'imprimantes 3D, on voit les imprimantes 3D, même si aujourd'hui c'est grotesque, mais demain, c'est possible que on imprime déjà du métal avec les imprimantes 3D, c'est possible que demain, notre propre imprimante, on pourra vraiment contrôler la fabrication. Je crois qu'on a des bonnes pistes du côté des technologies émergentes que sont l'oxytronique et autres... Mais enfin, ça reste pour l'instant, d'après un physicien, Jean-Paul Buberian, sur Marseille, là, avec qui j'en ai parlé, j'en ai déjà fait mention à la radio, ça reste quand même des technologies qui sont lourdes, qui mobilisent des processus industriels très coûteux et très lourds et difficiles à manipuler, et certainement pas pour un particulier. Donc, mais on peut imaginer qu'à terme, ces technologies émergentes, d'électronique novatrice, qui travaillent cette fois-ci à l'échelle nanométrique et même encore en dessous, parce qu'on est à l'échelle atomique. Donc, c'est-à-dire un dixième du nanomètre, on a la taille d'un atome de petite taille de mémoire. Un atome d'hydrogène, ça doit faire un angstrom, un dixième de nanomètre de mémoire. Donc, oui, on pourrait imaginer avoir des machines, et pourquoi pas qui alignent des atomes. Ça, ce sera pour Noël 2014 ou 2015. Alors là, je ne sais pas, je ne promets rien du tout. Voilà. J'ai pas de visibilité personnellement. Moi, je peux en rêver. Conceptuellement, j'ai un peu travaillé dessus, mais j'ai trop peu d'expertise
d'expertise, je dirais, technique ou même de physique, là, parce que là, on est dans le domaine de la recherche. Hein. Moi, je suis juste un amateur. Hein. Je me doute bien. Moi, j'ai pas, au moins pour l'instant, la prétention d'en arriver à ce niveau-là. Je veux juste quelque chose de vraiment safe, quoi. C'est-à-dire que je veux être sûr que ne reste pas, tu l'auras pas à court terme. N'entre dans mon ordinateur que les personnes que j'ai invitées, quoi. Si vous Désolé, mais ne reste pas, tu l'auras pas à court terme, à moins qu'on y mette le paquet, c'est-à-dire qu'on fasse une souscription et qu'on soit nombreux à mettre de l'argent sur la table, et pourquoi pas, après tout, on va très bien le faire. C'est pas stupide comme idée, ça aussi. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il faut viser, je pense. Hein. Une souscription et un contrat avec un industriel qui accepte des contraintes fortes en matière de supervision. Ça, c'est une très très jolie idée, je trouve. Et personnellement, ça fait un petit moment que j'en parle sur la radio, tu aurais dû entendre si tu écoutes toutes les semaines. Comment tu dis ? Ça fait un petit moment que j'en parle sur la radio. Je suis désolé, j'ai dû te louper, parce que j'écoute pourtant très, très, très sérieusement, mais je suis pas tout le temps... au moins, il le dit. Hein. Bon, il l'a redit, il l'a répété. Donc voilà. Merci de l'interaction, ça me fait plaisir de pouvoir... Oui. Donc si c'est un projet qui circule déjà, je peux le retrouver en me servant de l'ordinateur de quelqu'un d'autre, en allant rejoindre un site, un des sites logiciels libres que vous avez souvent énumérés. Et là, j'en entendrai parler et je pourrais, si je veux... Je pense que tu peux rester branché sur le mot Freedom Box. J'espère qu'on obtiendra toutes les informations essentielles par ce lien-là, Freedom Box. D'accord. Mais pour l'instant, sinon, moi j'ai publié sur Linux FR. Tu peux chercher Sam Wang sur Linux FR, mais il y a beaucoup de choses. Sur Unix FR ? Ah pardon, Linux FR. Ah, sur Linux. Linux FR en un seul mot, .org. Et là, tu peux chercher dans Google, par exemple, Samwang, S-A-M-W-A-N-G. F comme FR comme France. Voilà, d'accord. Oui. Linuxfr.org. C'est ça, oui. Et là, si tu fais une recherche sur Google, tu mets Samwang, espace, linuxfr.org. Et Samwang, tu te l'appelles S-A-M W-A-N-G. C'est A, d'accord. D'accord. Donc, Google Samwang, d'accord. Et comme ça, j'aurai les informations et je pourrai... Samwang, mais si tu ne précises pas, tu auras trop de choses. Tu mets Samwang et linuxfr.org. Tu vas tomber sur une page de tag, en fait, la page du tag Samwang, avec l'ensemble de ce que j'ai publié, en gros, sur LinuxFR qui est rassemblé. En gros, parce que, bon, il y a un peu plus, mais voilà, l'essentiel est accessible par là. Si tu fouilles là-dedans, si tu es motivé, ou si tu connais des gens qui sont vraiment passionnés et qui sont capables de... Parce que là, c'est moins pédagogique sur Linux FR, hein, c'est-à-dire que j'emploie du vocabulaire technique pour une part. Même si je cherche à rester accessible, c'est quand même un vocabulaire un peu plus technique par bien des côtés, et des fois c'est carrément illisible pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Hein. D'accord. Mais bon, Freedom Box, essaie de rester à brancher sur le mot-clé Freedom Box. Tu mets sur Google Freedom Box, donc F-R-2-E, B-O-M, B-O-X, tout ça en un seul mot, Freedom Box. Voilà, et là, je pense que tu auras, sur les mois à venir, j'espère qu'il y aura une initiative du type souscription, proposition de souscription et contrat de supervision, quoi. Oui, ça, ce sont rien que des bonnes nouvelles, alors. Je vous remercie vraiment et j'espère que ça va servir à d'autres personnes qui sont à peu près à mon niveau ou plus avancées et qui espèrent la même chose. Je vous embrasse et à bientôt. Et je continue de vous écouter. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Merci. Et puis je te remercie aussi, William. Et puis juste un instant pour mieux comprendre. Bon, après, je pense que toi, tu as déjà la réponse, mais dans l'idée, pour que ceux qui écoutent à l'émission, ce qu'ils peuvent insérer, par exemple, dans un composant électronique, hein, dans le processeur aussi, hein, mais dans un composant électronique sur une carte mère, c'est des trucs super bêtes. Hein. Ça peut être une porte dérobée. Donc la porte dérobée, ça peut être quoi? C'est-à-dire que sur la carte mère, ça va se connecter. C'est-à-dire que toi, tu vas croire que tu as ton adresse IP de connexion Internet, hein, le fait de pouvoir te connecter, sauf que dans le composant, lui, caché, il va avoir cette capacité aussi de prendre une adresse IP et de pouvoir communiquer sans que tu le saches. C'est hardware, hein, ça passe pas par le logiciel, sans que tu le saches, il va pouvoir faire un espèce de pseudo-connexion qui fera une porte ouverte sur ton ordinateur. On est bien d'accord. Tu l'as dit d'une façon qui me semble incorrecte, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait exercer une malveillance de ce type-là, je pense, ne cherchera pas à multiplier les adresses IP, qui pourraient être vues comme justement de multiples adresses IP par un firewall installé sur une machine tierce, tu vois, sur une machine intermédiaire, en série. C'est pour ça que je te pose la question, tu le verras comment, toi? Eh bien, moi, je le verrai comme suit, une même adresse IP, mais les paquets que tu reçois, eh bien, ceux que tu crois recevoir au niveau de ton traitement qui est fait, supposons, dans l'idéal par un logiciel libre et même dans le super idéal par un microprocesseur aux spécifications libres,
Donc dans ce que tu crois voir, ce que tu pourrais ausculter si tu prenais le temps d'avancer pas à pas dans les instructions, disons en assembleur, ou en binaire des assemblées, pour ceux qui maîtrisent un petit peu les mots-clés là, enfin peu importe le détail. C'est de la basse, en gros, c'est sur de la basse couche. Hein. Voilà, donc la plus basse couche qui soit, en fait, en avançant pas à pas dans les instructions du processeur, eh bien, ce que tu verrais, ce serait ce qui est légitime, enfin, dans une hypothèse de choses qui soient bien conçues, mais il y aurait une couche électronique et logicielle aussi, pourquoi pas, c'est sans complexe, mixons le tout dans l'allégresse, une couche donc malveillante qui, elle, interpréterait le flux des octets qui arrivent par le port Ethernet, donc depuis Internet. Les octets qui arrivent sont à la fois le flux légitime et un flux intercalé malveillant, mais toi, avec ton processeur et ton exécution pas à pas que tu prétends contrôler en tant que hacker de très haut niveau, tu ne vois que un flux légitime parce que la couche malveillante a soustrait le flux illégitime avant de présenter au processeur, enfin à la partie documentée du processeur, le flux légitime. Après que ce flux-là, ce flux-là qui soit donc vu en clair par la carte réseau ou crypté, si c'est crypté, il peut rien y faire. C'est-à-dire que tu ne le vois même pas toi en tant que hacker. Même si tu le... Non, mais bien sûr, tu crois que tu as du trafic réel. Tu pourrais voir avec un analyseur logique quand même, sans problème. Non, mais admettons que tu ne le vois pas, mais ça c'est un fait, tu le vois pas, c'est comme ça, c'est de la basse couche, la très basse couche. Mais derrière, si sur ta carte réseau tu fais passer des données cryptées, je vois pas l'intérêt après, même s'il y a un sniffer, je vois pas l'intérêt. Alors, suppose que tu veuilles faire passer des données cryptées, que tu cryptes tout ce que tu envoies depuis ta machine, et ton processeur que tu contrôles avec ton logiciel libre qui s'exécute dessus. Eh bien, on pourrait très bien imaginer que la couche malveillante de ce processeur, donc de l'électronique intégrée au processeur ou même sur une puce déportée, pourquoi pas, les choses peuvent s'imaginer, hein, avec un protocole malveillant, non documenté, qui fait que tout ça communique et maîtrise ce qu'il a à maîtriser. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien que en fait, cette couche malveillante puisse prendre connaissance de la clé de chiffrement que tu utilises, de l'algorithme de chiffrement que tu utilises, et au final, injecter dans ton flux que tu prétends chiffrer, un flux illégitime, lui aussi chiffré, et qui va passer inaperçu pour ce que tu peux imaginer que tu pourrais intercaler pour contrôler. Tu vois, je m'exprime un peu de façon compliquée, mais tu pourrais imaginer avoir ta machine, puis un firewall en série, tu vois, sur une autre machine dédiée, et tu pourrais dire, voilà, je vais vraiment maîtriser ma chaîne, parce que je crypte tout ce qui part de ma machine d'usage, et je contrôle tout ce flux crypté par une machine intermédiaire, un firewall qui va s'assurer que tout est bien crypté. Hein. Donc c'est chiffré, c'est pas si compliqué. Que, bon, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais ça peut être aussi un autre processus. Hein, que la porte dérobée, c'est-à-dire que l'astuce du composant, il sait que tu es en train de crypter, il va se mettre juste avant le cryptage. Il récupère le flux, après il s'en fout. Là, je t'ai pas compris. Cette trame cryptée qui sort du processeur, ça veut dire que, par exemple, là, tu es en train d'encoder, tu es en train de crypter, sauf que le composant qui est sur ta carte mère, c'est-à-dire le composant méchant, il sait très bien que tu es en train de crypter, il se positionne sur une adresse mémoire où il y a le buffer de l'élément non crypté, parce qu'il sait, c'est une hypothèse, attention, on ne le prend pas forcément au pied de la lettre. Oui, mais tout à fait, c'est une hypothèse valide, on peut l'imaginer. Il se met juste, avec un peu d'intelligence. Il se met juste avant il récupère la donnée non cryptée avant le cryptage, et là tu le vois pas. Tout à fait, c'est parfaitement imaginable. De toute façon, moi j'ai publié un texte que je prétends être valide au niveau de la logique, rigoureux, où je prétendais montrer que même si on utilise un FPGA, donc c'est-à-dire un tableau de portes programmable et qu'on vient programmer, donc c'est-à-dire on définit le processeur, l'architecture du processeur qu'on souhaite sur une sorte de processeur vierge, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un abus de langage de dire processeur vierge par rapport au FPGA, mais bon, c'est l'idée, c'est le concept. Eh bien, même si on fait ça, on peut avoir une malveillance qu'on ne maîtrise pas, telle que oui, par un processus malveillant, l'information peut remonter à l'attaquant de la clé qui est utilisée, des algorithmes qui sont en jeu, même sur un FPGA, si le FPGA est gravé avec de la malveillance intrinsèque. Hein, il faut comprendre ça. Et puis, alors, pas du petit niveau, là. Il faut pouvoir lire l'état des portes logiques. Il faut pouvoir intercaler le flux dans le flux légitime de façon malveillante aussi loin que possible de tout ce qui s'exécute légitimement sur ce processeur pour que le hacker ne le voit pas. Mais tout ça est parfaitement réalisable.
je le garantis sur facture. Non, mais alors moi ce que je propose, Paul, c'est qu'on va laisser les gens digérer là-dessus. On a une très bonne conversation sur la sécurité. Non, mais c'est très bien, Paul. On a eu un très bon débat là-dessus sur tout ce qui concerne les microprocesseurs pour que les gens y comprennent, parce qu'aujourd'hui on commence à dire le truc qui était super intelligent superposé, c'est le fait que quelque part il faut réindustrialiser les composants électroniques en France pour pouvoir avoir le contrôle. Et le gouvernement le sait, parce qu'il y a eu ces histoires de les routeurs qui sont validés dans l'armée, qui sont validés aujourd'hui dans les différents ministères en France, ou même dans le domaine du public, même des entreprises. On fait le nécessaire pour démonter le matériel. On en avait parlé, je crois, il y a peut-être 2-3 mois, on démonte le matériel pour savoir ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, il faut quelque part réindustrialiser la création de nos composants électroniques chez nous. Parce que ils peuvent démonter ce qu'ils veulent, il faudrait qu'ils fassent le démontage pour chaque pièce. Le démontage devrait aller tellement loin que l'ordinateur se retrouverait inutilisable après. Donc c'est un peu ça. C'est de la merde cette démarche, ça tient pas. Donc c'est à réfléchir, on va laisser digérer les gens sur le chat, on se retrouve sur le chat, Paul, on va laisser diriger, oh là j'aime plus à parler, j'ai un peu la crève, c'est ça que ça commence, c'est les fêtes, c'est comme ça, tu attrapes la crève, il faut faire gaffe à la e-gastro aussi, non c'était ma blague du jour. Ok, merci à toi Paul, et on se retrouve plus tard, ciao. Radio Ici Maintenant 95.2, c'est Cyberculture, vous l'avez vu, on a fait un débat sur tout ce qui était, c'est la question de Patricia tout à l'heure à propos de quels sont les choix informatiques qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'avec toutes ces histoires de NSA, de cryptage, est-ce qu'il y a des solutions libres, processeurs libres pour simplement être entre guillemets sécurisé dans l'utilisation de son matériel. On se retrouve tout de suite après petite musique Dire Straits et on se retrouve tout de suite après ça. Et vous pouvez appeler bien sûr au 08 92 23 95 20. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Can't do the talk like the talk on the TV.
And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. Can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us, you know, the movie song. When you gonna realize it was just because the time was wrong? Juliet. In a love-struck Romeo, we sing the streets of serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it? shame for what you are. Feel no 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 shame for what you were. As an arrow in your brown. Falling light. Feel no shame for what you are. Feel no shame for what you are. Feel it as a waterfall. Falling light. Ooh, falling light, falling light, falling light. Ooh, falling light, falling light, falling light. Going
heads off behind your electric chair. That's the sound within the sound. That's the voice within the voice. Oh, 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 yeah. Leave your foot and cast your funeral. Leave your car, leave your pulpit. Join us in the streets where we, join us in the streets where we don't belong, don't belong. You are messed up. Throwing light. La radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On est sur notre revue de presse. On a discuté tout à l'heure d'une possibilité de trouver peut-être un jour, si on se met tous ensemble à ce propos, d'avoir des ordinateurs libres. Donc il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler au 08 92 23 95 20. On se retrouve tout de suite. Je prends un auditeur. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Bon, c'est un auditeur qui m'a appelé pour me donner des conseils pour guérir de ma crève du moment. Alors là, je reviens sur ma revue de presse et sur la sélection que je vous ai faite. Et on va parler de la NSA. Donc c'est un article tiré de Génération NT. Je pense que peut-être que vous l'avez vu passer devant vos yeux. Et c'est à propos de Mikko Ipponen de F-Secure qui va boycotter tout simplement la conférence de RSA Security. Alors que Reuters a révélé des liens obscurs entre RSA Security et la NSA, Mikko Ipponen, directeur de chez l'éditeur d'antivirus F-Secure et expert en sécurité, annonce qu'il va tout simplement boycotter la RSA conférence de février 2014 qui va être à San Francisco. Donc les conséquences des écoutes sauvages de la NSA sont encore à déterminer, mais elles pourraient coûter cher à l'économie américaine et aux sociétés high-tech US se mobilisant pour tenter d'obtenir des mesures d'encadrement plus strictes des activités de services de renseignement et essayer de restaurer une confiance qui risque de faire défaut à un moment parmi les clients. Donc il reste sans doute quelques secrets inouvables qui traînent dans les placards, à l'image de la révélation par Reuters d'une entente de 10 millions de dollars entre la NSA et la société RSA Security, donc filiale de EMC, pour utiliser des générateurs de nombres aléatoires B-Safe, utilisés dans les produits de sécurité, mais facile à contourner pour les services de renseignement. Rappelons que la RSA a bien aussitôt démenti l'information, mais les soupçons demeurent et sont même suffisamment forts pour conduire à des réactions marquées. Donc Mikko Ipponen, expert en sécurité et directeur de recherche au sein de l'éditeur F-Secure, a décidé de boycotter tout simplement la prochaine RSA conférence de San Francisco qui va donc se dérouler en février prochain et durant laquelle il devrait faire une intervention dont le titre ironiquement était « Les gouvernements en tant que créateurs de malware ». Donc Mikko Ipponen est déjà intervenu dans les diverses conférences organisées par la RSA Security, mais le fait que l'entreprise n'ait pas spécifiquement démenti l'accord avec
avec la NSA à 10 millions de dollars évoqués par le Reuters et le conduit donc à refuser de participer à l'événement. Donc il indique de ne pas s'attendre à ce que ça perturbe le déroulement d'un événement redondant mené ni exprès d'autres dédicènements, alors que la plupart des intervenants sont nord-américains. Donc les opérations de surveillance des agences de renseignement US sont dirigées contre les étrangers. Je suis l'un de ces étrangers et j'interromps mon soutien à votre événement, indique-t-il dans une lettre ouverte adressée tout simplement aux dirigeants de la société RSA Security et de EMC. Bon, c'est vrai que quand on voit ça, pour rappeler ce que c'est avec les clés RSA Security, il y a certains qui travaillent dans des banques par exemple, et ils ont une clé qui change je crois que c'est toutes les minutes, une espèce de pseudo-clé, donc c'est un token, on appelle ça aussi un token, et qui permet de se connecter sur des réseaux, donc quelque part, ce fameux chèque de 10 millions, ce virement bancaire de 10 millions de dollars de la NSA, ça fait un petit peu fraudant, disons, c'est bien d'avoir une sécurité, mais si on donne une porte ouverte simplement à qui de doigt derrière ça, c'est pas forcément génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être vous avez peut-être pas sur le chat, vous avez peut-être pas trop utilisé ce genre de clé de cryptage. C'est vrai que ça me fait un peu froid au dos quand je vois ce genre d'informations. Donc revenons à notre revue de presse sur la sélection. Parlons bien et parlons juste. La semaine dernière, je vous parlais du Dogecoin. Il a suffi de quelques semaines après le lancement du Dogecoin pour que le portefeuille virtuel du Dog Wallet soit victime d'un hacking. Donc le Dogecoin, je vous rappelle, c'est l'une des monnaies virtuelles alternatives au Bitcoin qui donc a connu un incident via son portefeuille Dog Wallet ayant conduit à des transferts non autorisés vers un compte en interne chez eux. Donc le Dogecoin est l'un des nombreuses monnaies virtuelles tentant de faire aussi bien que le Bitcoin, dont la valeur est littéralement explosée cette année et reste fort malgré les avertissements des institutions bancaires un peu partout dans le monde. La volatilité donc du Bitcoin et son utilisation possible pour des blanchiments d'argent ne décourage pas les spéculateurs, malgré quelques affaires récentes de vol de monnaie virtuelle pour piratage de portefeuilles virtuels. Donc le Dogecoin vient d'en faire l'expérience, donc via un hack ayant touché le service de portefeuille virtuel Dog Wallet. Donc des possesseurs de la monnaie ont constaté au moment de Noël des transactions non autorisées depuis leur portefeuille avec des sommes partant vers un même compte unique. Si le montant de la fraude n'est pas très élevé, de l'ordre de 13 000 $, la valeur du Dogecoin était très faible, donc 0,0062 $. Donc le piratage a tout de même conduit à la migration de dizaines de millions de Dogecoin. Donc le responsable du service Dog Wallet ont confirmé avoir fait l'objet d'une intrusion ayant permis de modifier le système de fichiers du service et de verrouiller les pages pour gérer les transferts de Dogecoin depuis des comptes légitimes lorsque les utilisateurs ont accédé à leur portefeuille virtuel en ligne. Donc le Dog Wallet a déjà indiqué qu'il rembourserait bien sûr la monnaie virtuelle perdue à leurs possesseurs, mais l'affaire renforce opportunément les craintes autour des devises électroniques, alors que plusieurs autorités bancaires l'ont en ligne de mire. Donc on l'a bien vu depuis quelques semaines, les différentes institutions bancaires et gouvernementales, comme en Europe bien sûr, et surtout en Chine et même en Inde maintenant, ils font le nécessaire pour bloquer. C'est quand même... Bon, après, on a bien vu que c'est peut-être un système qui fait peur pour plusieurs raisons, parce que c'est peut-être pas aussi une monnaie qui est garantie par l'or ou une monnaie qui est garantie par une banque centrale. Ça peut faire un peu peur. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette monnaie aujourd'hui, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, 4 on the floor.
push-button windows, push-button doors, double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical. Et Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. On est sur la revue de presse et sur l'une, mais voilà, on est sur le dernier quart d'heure avant de retrouver Olivier avec la hotline. Je vous rappelle ce que c'est que la hotline. C'est simplement c'est pour résoudre vos problèmes dans le domaine de l'informatique. Votre souris fait parler en morse, se prend pour un Furby. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des millions et des millions de pages qui s'ouvrent. Votre ordinateur est en train de ramer, en train de laguer. Vous avez besoin d'aide. La hotline, ce sera à partir de 15h30 avec Olivier qui est déjà là, qui vous attend, qui est en train de se chauffer avec quelques articles de sa sélection aussi, le temps que vous vous rappeliez de vos problèmes. Revenons à nos moutons et parlons de la taxe Google, donc à propos des fameux impôts, parce que Google a fait une structure fiscale qui fait que dans certains pays européens, dont nous, en France et en Espagne, en Italie, etc., ne paye pas beaucoup d'impôts par rapport à son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, la taxe Google, c'est l'Italie qui a voté un dispositif pour forcer Google à payer plus d'impôts dans leur pays. Donc l'Italie s'attaque à la question de l'optimisation fiscale pratiquée par Google en votant une mesure qui devrait obliger le géant américain à payer plus d'impôts dans son pays, donc dans l'Italie. Donc l'optimisation fiscale pratiquée par le grand groupe américain fait l'objet de nombreux critiques en Europe et l'étude pointe régulièrement l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé et les impôts sur les entreprises versés. Donc récemment encore, cet écart a été mis en valeur dans le cas de Google en France, mais d'autres pays européens ont aussi adressé des critiques à l'égard des stratégies d'optimisation fiscale tellement bien rodées qu'elles permettent de payer des impôts minimes au regard de l'activité des multinationales. Donc ainsi, si Google a déclaré 193 millions d'euros de chiffre d'affaires en France en 2012, et a versé 6,5 millions d'euros d'impôts sur les entreprises, son chiffre d'affaires effectif serait de 1,4 milliard d'euros selon une étude de la société VRDCI. Donc cette méthode ne sont pas illégales, mais elle crée un déséquilibre avec les entreprises nationales dont le chiffre d'affaires se voit beaucoup plus lourdement imposé. Et c'est en Italie que vient d'être prise en premier donc une mesure visant à obliger Google à payer plus d'impôts. Donc la mise en place d'une taxe Google a été votée pour forcer le géant du web à passer par des intermédiaires italiens pour gérer ses revenus publicitaires. Donc au lieu d'acteurs installés dans des pays à fiscalité très favorable, par exemple en Irlande. Avec donc cette mesure, les députés italiens espèrent générer entre 100 et 150 millions d'euros d'impôts supplémentaires, mais elle suscite aussi la crainte de certains de voir les grandes entreprises fuir le pays. Donc le sujet est sensible et fait l'objet d'évaluations jusqu'au niveau européen. Donc face à la jungle de l'égalisation fiscale, toute modification des règles du jeu peut entraîner des effets inattendus allant bien au-delà de ce qui était initialement visé, d'où les appels à la prudence et la concertation face à ce qu'on peut se transformer en effet, domino. Moi, c'est clair que quand on voit ça, ça fait quand même halluciner, parce que bon, il n'y a pas que Google derrière. On va avoir bien sûr, on va avoir de tête, on va avoir les eBay, on va avoir toutes les sociétés qui tournent autour, qui sont soit
au Luxembourg ou dans des pays, on va dire, à avantage fiscal comme en Irlande, et qui voilà, Google France avec les AdWords, hein, parce que là on va parler de publicité. Aujourd'hui, le plus gros chiffre d'affaires qui est fait, c'est la publicité sur Google. Ils font des commissions qui sont assez hallucinantes, voire c'est inévitable, hein, mais c'est assez hallucinant. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, sur le chat? Qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous fait tilter? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Là, je vais passer sur un article qui est assez hallucinant, sur une sélection d'articles, comment casser une clé RSA 4096 bits, tout simplement avec une méthode de cryptanalyse acoustique. C'est vrai que je ne sais pas si vous, des fois, ça vous est déjà arrivé lorsque vous avez vos enceintes. Bon, je prends juste déjà avant de commencer cet article, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre quelque part des bruits un peu hallucinants, comme si c'était, ça vous rappelait votre premier ordinateur avec le son de la cassette, où on entendait des et bah oui, parfois on entend une espèce de bruit acoustique qui vient de notre processeur, de l'activité de notre ordinateur. C'est un bruit qui est super faible, et pour l'entendre, il faut mettre un peu plus fort les enceintes de son PC. Donc après, c'est une histoire de masse. Bon, la plupart du temps, ça fonctionne, et on entend pendant le traitement de données, pendant le traitement de calcul, on entend des éléments, des bruits des bruits de traitement. On entend son processeur assez loin. Non, ce n'est pas une histoire de fou, non, ce n'est pas écouter le bruit qui sort de nulle part. C'est un groupe de chercheurs qui vient d'arriver, grâce à une méthode de cryptanalyse acoustique, à casser tout simplement une clé RSA 4096 bits d'un ordinateur situé à proximité, à l'aide tout simplement d'un simple micro. Donc saviez-vous, il est possible de pirater donc un ordinateur à l'aide d'un microphone. Donc cette fameuse équipe de chercheurs composée de Daniel Jenkins, de Adi Shamir et Eran Troman sont arrivés à casser tout simplement une clé 4096 bits d'un ordinateur situé à proximité, en écoutant le son qu'il émettait avec une méthode appelée la cryptanalyse acoustique. Donc la quasi-majorité des ordinateurs émet des sons aigus qu'il est possible de capter avec du matériel adapté. Bon, après, là, il y a le coup du micro, mais normalement, quand on monte un peu les enceintes, on l'entend. Donc ces sons transmettent donc des informations sur les logiciels utilisés par votre ordinateur. Il est donc possible d'être victime d'un acte de piratage informatique sans que personne ne touche à votre machine. Donc l'équipe de chercheurs est arrivée à extraire des clés de chiffrement RSA de 4096 bits sur un ordinateur portable en seulement 1 heure, grâce au son émis tout simplement par ce dernier au cours d'une action de décryptage. Donc le micro a été positionné à quelques mètres de la cible. Il a été possible d'associer un son précis à un composant de l'ordinateur. Donc ainsi, un processeur occupé à travailler émet un son précis, un logiciel qui travaille émet un autre son. Une fois les sons identifiés, il est alors possible d'identifier les tâches que la machine est en train d'effectuer. Donc pour déterminer les caractéristiques acoustiques des clés de chiffrement RSA, il faut disposer d'un logiciel d'encryptage de données GNU-PG. Donc le programme GNU-PG utilise l'algorithme RSA pour ses opérations de cryptographique, qui étant sensible à des attaques par mesure de temps. Les composants électroniques vibrent durant les opérations du processeur. Donc un microphone peut donc écouter ces fameuses vibrations afin de déterminer la durée de l'opération de RSA. Donc un attaquant situé à proximité d'un ordinateur effectuant donc des opérations RSA avec GNU-PG sur des messages choisis peut donc écouter l'ordinateur cible et déterminer une clé RSA de 4096 bits en moins d'1 heure. Vous pouvez retrouver donc cet article sur zone-numérique.com. C'est vrai que ça me fait, je sais pas si ça vous fait halluciner sur le chat, peut-être vous ça vous fait halluciner. Voilà, il y a toujours moyen, une recherche de hack possible. On l'a déjà vu, même inconsciemment, quand on avait le son. Je vous invite à monter super fort
sans forcément mettre une musique de votre ordinateur et de lancer le logiciel et vous entendrez effectivement ce son. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un super matos approprié. Vous pouvez faire le coup du micro parce que le micro forcément ça amplifie le son proche de la pièce. Et voilà, bon, si vous n'avez pas un ventilateur qui est super fort, mais normalement vous entendrez au lancement du logiciel ou au traitement. Par exemple, vous êtes en train de recadrer une image sur votre logiciel libre par exemple, vous êtes en train de recadrer une image, mais vous allez entendre le traitement qui va se faire un espèce de... Et voilà, c'est comme ça qu'ils peuvent reconnaître et récupérer des données. Bon, je l'ai simplifié, bien sûr, pour mieux comprendre. Donc avant de se quitter, on va aller juste un petit clin d'œil pour ceux qui ne savent pas. Bon, après, vous allez dire sur le chat, c'est bon, nous, on est protégés, on sait ce que c'est du phishing, on sait le reconnaître. Mais sachez qu'aujourd'hui, le phishing, je vous rappelle ce que c'est que le principe, c'est de faire croire qu'on est un fournisseur, une entreprise légitime et qu'on demande des informations à son client alors qu'on n'est pas vraiment cette société. Ça permet de voler, on va dire, des données sensibles comme des numéros de carte bleue, des numéros de compte bancaire. Donc il n'y a pas longtemps, et il y a certains temps d'ici, mais même il n'y a pas longtemps d'ici, Free a encore subi donc un phishing. Donc ne répondez pas à Free haute débit. Donc c'est un article qui est tiré de Génération NT. Donc cela faisait longtemps, quelques mois, que l'opérateur Free n'avait pas été utilisé par des opérations de tentatives de phishing de grande ampleur. Attention toutefois, il y a un nouvel mail qui circule actuellement qui est signé Free Hot Débit. Donc c'est pour Free Haut Débit. Ça fait un peu marrer parce que c'est une grosse faute d'orthographe. Donc la tentative aura eu plus de chances de passer inaperçue si elle n'avait pas regroupé l'ensemble des clichés qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Donc des URL, donc des adresses de sites internet douteuses, des fautes d'orthographe ou un français aléatoire, mais surtout un expéditeur pour le moins étonnant, Free Hot Débit à la place de Free Haut Débit, donc à multiplier les spams et autres tentatives d'hameçonnage. Il semblerait que certains en mélangent le contenu. Donc vous l'avez compris, si vous recevez ce genre de mail, surtout n'y répondez pas, ne cliquez pas sur les liens qu'ils comportent et ne fournissez jamais vos informations, identifiants, adresses, coordonnées personnelles directement depuis un lien intégré depuis un mail. Donc la technique de cybercriminel est toujours la même. Vous pensez donc régulariser votre situation vis-à-vis du fournisseur d'accès Internet, mais c'est un faux site qu'on essaie de vous envoyer. Donc les pirates récoltent vos coordonnées et les exploitant à diverses fins frauduleuses. En cas de doute, c'est directement depuis le site du prestataire qu'il faut se diriger et vérifier que la connexion sont sécurisées en HTTPS assorti d'un icône de verrou, tout en faisant attention. Donc derrière, sachant qu'on peut monter un serveur HTTPS sans pour autant être certifié, il y a une espèce de pseudo-question qui dit attention, ce site n'est pas forcément certifié. Voulez-vous le certifier? Donc il va vous fournir quand même une clé derrière, mais si votre fournisseur en face, il y a ce genre de message qui arrive, c'est pas vraiment génial, c'est-à-dire que ça risque énormément d'être un faux site. Rappelons, on en parlait avec Olivier sur, je crois que c'était sur Camille, ça je crois savoir, sur Kali. Sur Kali, il y a cette possibilité de faire des tests de phishing, et on avait sorti, je crois, des stats, c'était, il y avait une possibilité que 20% des gens, voire 10%, je crois que c'était 10 ou 20, étaient aptes à répondre et à gober le phishing. Donc le phishing, même si ça vous fait marrer sur le chat, même si vous êtes dans la voiture en disant moi je suis pas bête, je sais reconnaître les faux sites, mais parfois on réfléchit pas et on met bêtement les informations de sa carte bleue, des informations personnelles, des informations très délicates, surtout, et ce qui est important, ne jamais donner des informations si vous n'êtes pas sûr que le site est à 100% légitime. Donc il y a plusieurs, on va dire, éléments qui montrent que le site est légitime. Bien sûr, c'est d'aller vérifier bien que l'adresse qui se trouve dans la barre sur votre navigateur où c'est marqué donc l'adresse du site internet, que c'est bien marqué HTTPS, on va prendre l'exemple de Free, HTTPS www.free.fr ou votre banque www.votrebanque.fr, et vous regardez bien que c'est bien ça et que c'est bien l'adresse avec la fameuse clé pour savoir que vous êtes bien sur ce site internet. Bien sûr, parfois et par malchance, il peut arriver que vous avez un virus et qu'on peut vous faire croire tout et n'importe quoi, mais ça c'est un peu plus rare. Donc il y a cette partie-là, et quand vraiment vous n'êtes pas sûr, contactez l'organisme en question pour voir si ce mail est réel. Donc là, d'ici quelques minutes, on va retrouver Olivier avec la hotline qui va commencer, et je vous dis donc, on se reverra pas cette année.
Et ouais, on se reverra pas cette année, on se reverra l'année prochaine. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Le chat est ouvert, bien sûr. Je vous rappelle que le chat est ouvert de 14h à 18h. Là, on retrouve Olivier qui va pas tarder à me chasser parce qu'Olivier est chaud. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi l'émission. L'émission a été présentée par William. J'ai un mail, l'émission a un mail, un contact, n'importe quoi. Cyberculture 952@gmail.com, cyberculture 952@gmail.com, et promis, l'année prochaine j'aurai mon propre email histoire de pas aller sur les sites qui se vendent à la NSA. À très bientôt, merci à vous, à très bientôt, et bien sûr passez de bonnes fêtes et faites attention à la e-gastro.